Bienvenue sur la chaîne France Actu Flash. Chaque hiver, c'est le grand retour des alertes neige-verglas. Mais au-delà du bulletin météo, on parle d'un enjeu majeur de sécurité publique. Alors que signifient vraiment ces alertes? Comment on décode ces fameux codes couleurs? Et surtout, comment réagir efficacement? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Voilà le programme. On va d'abord décrypter ce que signifie une alerte orange. Ensuite, on se penchera sur les dangers, parfois bien cachés, du verglas. Puis, on verra comment les services publics ripostent sur le terrain et on finira, bien sûr, avec les bons réflexes à adopter. Allez, on attaque ce premier point. Une alerte orange, on en entend souvent parler, mais qu'est-ce que ça implique concrètement? En fait, tout part du système de vigilance météorologique. Il a été mis en place par Météo France et son but est assez simple: informer tout le monde à l'avance pour qu'on puisse anticiper. Il ne s'agit pas juste de prévoir la météo, mais bien d'évaluer son impact potentiel sur nos vies et nos activités. Ce système repose sur un code couleur très clair. En vert, tout va bien. En jaune, on commence à faire attention, il peut y avoir des phénomènes localement dangereux. L'orange, c'est celui qui nous intéresse. Là, il faut être très vigilant, des phénomènes dangereux sont prévus. Et enfin, le rouge, là, c'est l'alerte maximale pour des événements d'une intensité exceptionnelle, avec des conséquences qui peuvent être très graves. Passons maintenant aux conséquences. Parce que derrière l'alerte, il y a des risques bien réels et qu'on a parfois tendance à sous-estimer, surtout en ce qui concerne le verglas. L'impact sur la santé est direct et il est mesurable. Une étude de Santé publique France a montré quelque chose d'assez impressionnant. Lors d'épisodes de verglas, les passages aux urgences pour des traumatismes peuvent littéralement bondir, jusqu'à plus 150%. C'est un chiffre colossal. Cette illustration le montre très bien. On parle ici, dans la grande majorité des cas, de traumatismes qui sont liés à des chutes. Un sol verglacé, ça transforme une simple sortie en un parcours à haut risque et ça se voit tout de suite dans les services d'urgence. Et le principal coupable, c'est lui, le verglas. Plus particulièrement celui qu'on appelle le verglas invisible ou noir. C'est une fine pellicule de glace complètement transparente, quasiment indétectable à l'œil nu. Les routes et les trottoirs se transforment alors en véritables patinoires et c'est un piège pour tout le monde, automobilistes comme piétons. Et ça nous amène à un point crucial, la responsabilité. Sur le plan juridique, attention, le mauvais temps n'est pas une excuse. Le code de la route est très clair. Il impose d'adapter sa conduite aux circonstances. En cas d'accident, la manière dont le conducteur a réagi face aux conditions sera toujours examinée. La prudence, ça reste la règle d'or. Face à ces risques, une véritable organisation se met en place. C'est ce qu'on appelle la viabilité hivernale. Voyons un peu comment les services publics ripostent sur le terrain. Pour assurer notre sécurité, il y a des centaines d'agents et de véhicules qui sont mobilisés 24 heures sur 24. Ces engins de salage et ces chasse-neige, ce sont nos meilleurs alliés pour maintenir les routes praticables et limiter au maximum les risques. Il existe deux grandes stratégies. D'abord, l'intervention précurative, c'est-à-dire qu'on sale les routes avant l'arrivée de la neige ou du gel. L'idée, c'est d'empêcher la glace de se former. Ensuite, si le phénomène est déjà là, on passe à l'intervention curative. On racle la neige et on sale pour faire fondre la glace qui est déjà présente. L'anticipation, c'est vraiment la clé. Tiens, une petite question pour la route. A-t-on déjà remarqué la vitesse assez constante des chasse-neige quand ils sont en pleine action? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. Et oui, 50 km/h, c'est la vitesse idéale. Si c'était plus lent, la neige ne serait pas bien éjectée. Si c'était plus rapide, le travail serait moins précis et même plus dangereux. C'est donc une vitesse qui est calculée pour un maximum d'efficacité. La réponse des services publics est essentielle, bien sûr, mais la sécurité en hiver, c'est vraiment l'affaire de tous. Passons maintenant aux gestes qui comptent, ce que chacun peut et doit adopter. Sur la route, les règles sont simples mais vitales. Bien sûr, on réduit sa vitesse, on augmente les distances de sécurité. Et si on le peut, on reporte les déplacements qui ne sont pas essentiels. Et surtout, un point crucial, il faut absolument faciliter le passage des engins de déneigement. Leur travail, c'est ce qui garantit la sécurité de tous. Ces bons réflexes s'appliquent aussi à la maison. Dehors, déneiger son trottoir, c'est un geste citoyen simple qui prévient les chutes. À l'intérieur, on fait très attention avec les chauffages d'appoint pour éviter les intoxications. Et bien sûr, une règle absolue, ne jamais, au grand jamais, toucher un fil électrique qui serait tombé au sol. Finalement, cette analyse nous amène à une question un peu plus large. La gestion des risques liés à la neige et au verglas, est-ce que ça repose plutôt sur la responsabilité de chacun à adapter son comportement ou sur l'efficacité de l'effort collectif mené par les services publics ? La réponse est probablement un peu des deux. Une question à méditer lors de la prochaine alerte. D'ici là, restez prudents.